Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Dans un royaume où 11 Gunners affrontent l'Angleterre, Arsenal se dresse plus fort que jamais. L'histoire commence ce week-end, là où la Première Ligue renaît, et où chaque match est une bataille pour la gloire. Forgés par les échecs passés, armés par un mercato redoutable, nous ne venons pas pour participer, nous venons pour conquérir. Préparez-vous à vivre une saison où chaque but est un coup de canon et chaque victoire un pas vers le trône. Alors servez-vous un thé, montez le son et laissez Arsenal faire le reste. Bienvenue dans Coup de canon, mesdames et messieurs, Première League is back. Vous l'aurez compris, dans cet épisode, on va faire un petit kick-off de la saison à venir qui commence ce week-end. Et on va, avec mes invités du jour, se plonger dans les enjeux, dans les forces en présence et surtout, pourquoi cette année pourrait bien être celle d'Arsenal. Arsenal 2025, la légende s'écrit maintenant. Et pour m'accompagner avec un grand, grand plaisir, j'accueille l'ancien, le gars du Nord, celui qui ne m'invitera jamais chez lui à regarder un match de foot. J'ai nommé bien évidemment Loulou. Alors Louis, pardon. Louis, salut Louis. Salut Raoul, salut à tous. Et si, tu peux venir, hein, je t'invite quand tu veux, mais tu passeras pas un bon moment. Ah, ça évolue déjà, c'est pas mal. Pour nous accompagner également, on a Julien qui fait son petit retour, qui a déjà participé à un podcast cet été. Salut Julien. Salut Raoul, salut Louis, salut tout le monde. Et ben pour faire simple, on a décidé qu'un Louis, ça ne suffisait pas. Alors on a un deuxième Louis, le petit jeune qui vient de rejoindre l'assaut également. Salut à toi Louis, sois le bienvenu dans Coup de Canon. Salut Raoul, salut à tous et merci pour l'accueil. Alors pour essayer de faire simple, le Louis, le vieux, le vieux, le plus ancien de l'assaut, ça Le vieux, sera oui, le le plus plus ancien, je ancien de préfère. l'assaut, ça sera mon loulou ce soir, voilà, donc on va le surnommer Loulou, comme ça, si je dis Louis, tu te reconnaîtras, toi, le nouveau Louis, et je vais essayer de garder ce petit pseudo bien amical et bien chaleureux de Loulou. Alors, messieurs, on va commencer, vous l'avez compris, la Première Ligue reprend ses droits ce week-end avec un déplacement pour Arsenal à Manchester United. Et on s'est dit que de faire, Loulou d'ailleurs a eu l'idée de faire un petit épisode de kick-off où finalement, dans ce fonctionnement de cet épisode, je vous ai proposé, pardon, de choisir chacun un sujet sur lesquels nous allons revenir et ce qui va faire finalement un petit focus et où on parlera finalement de ce que pourrait être la nouvelle saison de Première Ligue et de ce qu'il va falloir faire aussi pour réussir enfin à être champion. Trois invités, trois sujets et on va commencer avec toi directement, Louis, puisqu'on va peut-être faire tu nous proposes un petit retour sur la pré-saison qui s'est terminée ce week-end avec une victoire 3 buts à 0 face à la Real Sociedad, si je me raconte pas de conneries. Bilbao. Bilbao. Bah voilà, j'y Oh. étais presque. Ouais, pré-saison, moi j'ai un peu zappé, vraiment pas eu le temps. Plus les horaires, c'était pas ouf pour moi, contrairement à l'année dernière où j'avais tout vu. Donc on termine sur une victoire à domicile, et puis on termine avec des recrues qui, en tout cas du moins certaines, se seront fait remarquer. Je pense notamment au premier but de Guillaume Quérez. Louis, la parole est à toi. Parle-nous un petit peu de cette pré-saison et peut-être aussi des enseignements que l'on pourrait en tirer. Ok, bon bah déjà pour cette pré-saison, c'est vrai qu'elle n'a pas été forcément la plus accessible pour tout le monde, donc ça peut être sympa de faire un petit bilan pour tous les auditeurs qui n'auraient pas suivi les matchs. Alors pour rappel, on a joué 5 matchs cet été, plus le match face à Watford, mais on va pas trop le compter parce que c'était juste un match de coutume, on va dire. Donc 5 matchs. D'abord, c'est une petite tournée asiatique où on a affronté l'AC Milan, Newcastle et Tottenham. Donc un petit bilan avec une victoire contre Milan 1-0, une défaite, non, oui, une défaite contre Tottenham 1-0 et une victoire contre Newcastle 3 buts à 2. Et ensuite,
on a eu l'Emirates Cup, on va dire, comme chaque année, avec deux réceptions, Villarreal, où on a perdu 3-2, et Bilbao, comme tu l'as dit, Raoul, où on a gagné 3-0, où on a bien fini la prépa. Alors, quel enseignement tirer finalement? Chaque match a été assez différent, que ce soit dans le contenu, dans les compositions, dans les choix tactiques, dans la forme des joueurs. Donc, c'est difficile de dresser un bilan global de chacun des matchs. Ce que je retiens, moi, c'est quand même le niveau physique des joueurs est plutôt pas mal. On a mis beaucoup d'intensité et d'impact, notamment face à Newcastle, face à Milan et dans le dernier match. Donc, c'est intéressant de voir que les joueurs sont bien préparés physiquement. La limite serait quand même quelques pépins physiques dès le début, avec Calafiori qui a eu déjà quelques pépins, ou aussi Trossard et Kepa, donc à surveiller aussi pour la reprise. Le deuxième enseignement qu'on peut tirer, c'est la plutôt bonne intégration des nombreuses recrues. Je pense que tout le monde a été assez excité de voir débuter la plupart de nos recrues. Moi, j'ai bien aimé déjà les milieux de terrain, Zubimendi et Norgard, je trouve, ont réussi à s'intégrer dans le collectif, à plutôt bien maîtriser le jeu des Gunners à leur façon. Ensuite, on a eu évidemment la recrue phare Gyökeres en attaque, qui n'a pas eu beaucoup de minutes, mais il a réussi face à Bilbao à inscrire son premier but. Après, évidemment, on va voir ce qu'il va proposer aussi dans le jeu courant, mais on va dire que ses débuts sont plutôt prometteurs. Et pour le reste, on attend de voir. J'ai sous les yeux un peu le nombre de minutes de chacun des joueurs, et on peut noter que finalement les piliers de l'équipe ont beaucoup joué. Donc Raya, Saliba, White et Saka sont les joueurs qui ont eu le plus de minutes, avoisinant les 350. Et pour le reste, c'est un peu plus disparate. Donc Arteta a essayé de faire jouer un maximum de joueurs, mais il a quand même essayé surtout de choisir un 11 plutôt cohérent en vue du match face à United. Et je pense que chacun réagira sur ce qu'il a pensé de la pré-saison, mais on peut déjà tirer un 11 titulaire pour United qui devrait ressembler au 11 présenté face à Bilbao. Donc voilà, pour résumer, on a une pré-saison qui est mitigée dans les résultats, mais qui, avec la victoire face à Bilbao, donne de l'espoir, et notamment d'un point de vue physique et aussi dans le jeu. Donc je pense que Arsenal a quand même dans l'ensemble réussi sa préparation, et se montre enthousiaste pour la reprise. Alors, Loïc aurait été bien trop modeste et qui ne vous aura pas dit qu'il a également rédigé un article pour le compte de l'Asso. Si je me trompe pas, c'est bien toi qui l'as rédigé, Louis, et justement qui Tout à traite fait. de ce bilan de pré-saison. C'était ton premier article, si je me trompe pas également. Ouais. Donc un article très complet où effectivement on peut revoir un petit peu, je l'ai sous les yeux, le temps de jeu de chacun des joueurs. Tu as cité Raya, Saliba, MLS, White et Saka qui sont les 5 joueurs qui ont le plus joué. On voit également dans son tableau que Gabriel a joué 90 minutes sur le dernier match puisqu'il Tout à il fait. revenait de blessure, avec Zubimendi et Rice et Odegaard qui ont un temps de jeu sensiblement similaire, à peu près entre 280 et 290 minutes. Euh, Tu as dit quelque chose pour terminer qui moi, va vraiment m'intéresser, puisque quand on avait fait les épisodes de Flash Mercato, euh, on n'était pas forcément d'accord. Et toi, tu as dit que on serait tous d'accord pour dire que le 11 titulaire face à Manu se dessine. Et ben moi, j'aimerais qu'on revienne dessus un petit peu plus tard dans l'épisode, parce que pour moi, c'est pas clair du tout, mais notamment sur deux positions, alors peut-être une et demie. Donc on y reviendra à la fin de cet épisode, puisqu'on va essayer de teaser un petit peu le match de dimanche, qui me fait déjà, moi, flipper à mort, quoi. Parce que c'est Manchester United et que, voilà, ceux qui nous ont écoutés depuis 2 ans savent que c'est un match que je redoute chaque année, parce que Manchester United, ils peuvent être éclatés comme jamais, et ben on a toujours du mal face à eux. Julien et Loulou, je vous propose de rebondir sur ce que Louis nous a conté sur cette pré-saison. Déjà, voir avec vous si vous avez eu l'occasion de voir certains matchs, puisque
Louis, tu l'as bien précisé, Arsenal est un club très familial pour qui l'argent ne compte pas, hein, bien entendu, et que donc qui a monétisé l'ensemble de ses matchs amicaux en deux fois. Il y avait la partie tournée en Asie où il fallait lâcher, je sais plus, je crois que c'était 12 livres, ouais, quelque chose comme ça. Et bah, les deux matchs de l'Emirates Cup où il fallait de nouveau sortir la carte bleue et relâcher 10 livres pour voir les deux matchs. Donc voilà, donc ceux qui ont gardé l'ensemble des matchs ont dépensé la maudite somme de 25 livres pour des matchs amicaux. Un grand respect à vous. Du coup, Julien, Louis, il y avait des streams Discord aussi. Mais est-ce que vous avez pu voir un petit peu certains matchs ou pas du tout? Et pour ceux qui ont vu certains matchs, vous en avez pensé quoi de cette pré-saison? Moi, j'ai vu les deux défaites. Il est Voilà. là le chat noir. Ça sera pas moi cette année. Là, j'ai vu les deux défaites contre Villarreal et contre Tottenham, du coup. Euh, mais j'ai vu aussi des résumés, j'ai suivi un petit peu de tout ce qui s'est passé. J'ai lu notamment l'article de Louis, très intéressant, comme tu l'as mentionné, Raoul. Moi, j'ai trouvé que l'équipe, je suis d'accord avec Louis, ce qu'il a dit au tout départ de son intervention, c'est que l'équipe est prête physiquement, j'ai l'impression. Tous les joueurs vont sembler plutôt en jambes, notamment devant où ça a pas mal galopé. Les blessés de l'année dernière ont l'air complètement rétablis, à l'image de Gabriel qui a pu jouer sur le dernier match. Et ça me rassure un peu sur l'état physique de l'équipe qui va en avoir besoin parce qu'il va falloir être prêt tout de suite. Ouais, 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 ouais. Ça va être d'ailleurs le sujet du troisième thème que tu nous proposeras, Julien, C'est par pour ça que je me rapport suis à arrêté cette. là. Non, mais il y a pas de souci. Mon ami Loulou, ça fait bizarre. Euh, Oui, alors moi j'ai regardé que le dernier match contre Bilbao parce qu'un peu comme toi la pré-saison c'est un peu passé entre les mailles du filet donc j'ai pas trop enfin si j'ai suivi mais j'ai pas regardé les matchs. Donc j'ai regardé que le match contre Bilbao parce que j'avais le sentiment que c'était une répétition générale avant le match contre United. Effectivement, quand on a vu le 11 de départ, alors je suis plutôt d'accord avec Louis, effectivement, je pense qu'on se rapproche de ce qu'on verra à United. Après, il y a quand même des points qui sont ressortis, notamment l'arrivée de Gyökeres où ses premières minutes, on va dire, ont été compliquées. C'est bien normal et c'est bien rattrapé contre Bilbao. Même si tout n'a pas été parfait, j'ai trouvé qu'il y avait des mouvements qui étaient quand même très intéressants dans ses déplacements et dans ses prises de balles et dans ses courses. Et après, je pense que le gros point de satisfaction et le gros point d'exclamation, c'est quand même Max Doman, sa pré-saison à 15 ans. Les matchs qu'il a livrés, je crois qu'il gagne deux pénaltys, je crois, contre Newcastle et contre qui Villarreal, je crois, je sais plus. Enfin bref. Donc voilà, à 15 ans, ce qu'il nous livre, c'est quand même de très hautes volées et j'ai hâte de voir comment Arteta va réussir à l'intégrer dans sa rotation en cours de saison, s'il l'intègre cette saison, parce qu'encore une fois, il a 15 ans, donc faut aussi qu'on freine un peu des deux pieds. Mais ouais, la pré-saison qu'il livre, elle est très intéressante. Après les premiers matchs, bon voilà, je pense qu'il a un peu fait tourner. Le but, c'était d'être opposé à différents types d'adversaires, comme Louis l'a dit, pour un peu tester chaque cas de figure. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est que toutes les recrues ont réussi à prendre part à ces matchs de préparation, notamment Mosquera qui fait aussi une bonne préparation sur les minutes qu'il a eues. Donc voilà, ouais, résultat mitigé, mais le dernier match, la répétition générale est quand même très encourageante. Ouais, alors dites-moi si je me trompe ou pas. Moi, si je fais un résumé de ce que j'ai vu, lu et entendu. C'est pour ça que je prends des pincettes. C'est que dans ce que j'ai vu, lu, entendu, complicado à gauche. Ça reste complicado. Martinelli ne fait toujours pas l'unanimité. Il court toujours la balle tête baissée. Son pied gauche, c'est pas son meilleur, on le sait. Il joue 265 minutes. Trossard en fait 139. Madueke a joué à peu près à 1 heure. Euh,
sans vraiment montrer encore grand-chose. Mais est-ce qu'on attendait vraiment à ce qu'il montre quelque chose d'énorme dans ses premières minutes? Je ne pense pas. En tout cas, voilà, on a toujours pour le moment ce problème côté gauche, et je suppose qu'on ne fera pas de recrue, en tout cas d'ici dimanche, donc il faudra faire avec. Euh, je me l'étais noté avant que tu en parles, Loulou, c'est effectivement, euh, j'allais dire, l'avènement de Dauman. Je crois que s'il y a un joueur qui ressort de cette pré-saison, et ce qui est assez fabuleux, c'est ce gamin de 15 ans qui, à chaque fois qu'il a joué et qu'il est rentré, a été un dynamiteur, a été d'une facilité technique, a été d'une aisance physique sur le terrain, malgré son jeune âge. Et je contrebalance forcément avec la prestation ou les prestations de Degarde, qui a un peu moins de 300 minutes de jeu. Doman, c'est 95 minutes. Hein. Degarde, moi, de ce que j'ai vu, je l'ai trouvé, je vais pas dire que je l'ai trouvé plus en forme. Il a su être le Ødegaard qu'on a connu il y a 2 ans, notamment sur le dernier match où il délivre, si ce n'est des passes décisives, mais l'avant-dernière place pour Martinelli, par exemple, où on est sur un jeu en une touche de balle. Il y a eu quelques éclairs, je ne parle pas d'éclairs de génie, mais il y a eu quelques éclairs, mais de ce que moi j'ai cru comprendre, c'est que c'est encore assez poussif. Et donc, du coup, ça peut être aussi un point d'interrogation. Du côté des satisfactions ou des grosses satisfactions, les gens sont assez unanimes pour dire que Zubimendi, c'est pépite. En tout cas, de ce que moi j'ai vu, franchement, c'est super intéressant. Je trouve il a pris l'ampleur de ce que va être la première ligue et de ce que va être son rôle dans cette équipe d'Arsenal. Donc, ça semble être une satisfaction. On a forcément parlé de d'Oman. Et je ne sais pas si on peut parler de satisfaction, mais en tout cas, grande joie pour les supporters d'Arsenal, puisque Gyökeres a ouvert son compteur but donc dans le dernier match sur un centre de Zubimendi d'une tête croisée. Tout le monde disait qu'il était pas bon de la tête et qu'il ne marquerait pas de la tête. Ben voilà, c'est fait. Et je pense que c'est un petit peu, on peut considérer que c'est une satisfaction parce qu'on sait que les attaquants ont besoin de beaucoup de confiance et le fait de marquer même un match amical dans ton premier match titulaire à l'Emirates, je pense que ça ne peut que l'aider à s'intégrer dans ce groupe-là et à lui donner de la force pour cette première ligue. Est-ce que euh, j'ai bien résumé? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord? Je reviendrai pas sur l'erreur de relance de Raya. Discrètement, je l'ai mis quand même. Mais on va pas, on va pas débriefer. Parce que je sais, Louis, on en a parlé sur le Discord où tu disais, ouais, c'est le jeu, mais non, le jeu, il était à droite. Il devait jamais relancer sur MLS. Enfin bref. Est-ce que j'ai oublié des choses par rapport à cette pré-saison, messieurs? Je peux juste ajouter rapidement que ce qui est intéressant aussi avec l'intégration des recrues, c'est qu'on a un peu de banc et que même avec des joueurs parfois, notamment dans les deux matchs qu'on perd, avec des joueurs un peu à bout de souffle, on a vu, bah, notamment avec Doman, mais aussi avec d'autres, la fraîcheur et la rotation avec des joueurs impliqués ça va faire du bien pour la saison, ça, d'avoir des joueurs capables en entrant d'être décisifs. On l'a vu aussi avec Havertz quand il est rentré à la place de Gyökeres sur le dernier match, de mettre un impact et de se montrer aussi. Donc ça peut être intéressant aussi pour la saison. Ouais. Et dans les satisfactions, j'ai pas cité, et je m'en excuse, Nordgaard, qui a Ouais. eu énormément d'avis positifs sur ce qu'il a fait. Nonobstant le fait qu'il est déjà marqué avec nous. Mais apparemment, ce qu'il a fait et les minutes qu'il a joué ont été très, très propres. Et ça, c'est plutôt, alors, même s'il a l'expérience de la première ligue et qu'il a l'expérience du poste, mais c'est plutôt intéressant en se disant qu'on peut avoir une doublure en 6 qui est capable de répondre assez rapidement. Loulou, d'autres enseignements sur cette pré-saison? Peut-être un enseignement, enfin peut-être un premier enseignement tactique. Contre Bilbao, c'était assez intéressant le positionnement de Rice et Zubimendi, où limite on était parfois dans un 4-2-3-1, où on avait parfois Zubimendi qui échangeait beaucoup avec Rice en termes de position. Et je pense que ça a favorisé le jeu de Odegaard qui a fait, je pense, un bon match contre Bilbao. Alors certes, il n'a pas été décisif, il n'y a pas de passe décisive ou il n'y a pas de but, mais il a été un peu plus influent
que la saison dernière, heureusement. Donc, je pense que peut-être ce repositionnement 4-2-3-1 de l'ensemble de l'équipe et avoir des profils qui sont beaucoup plus verticaux comme Madueke, Gyökeres, à suivre au long de la saison, mais je pense que ça peut influer son jeu dans le bon sens du terme. Julien, on rajoute quelque chose? Euh, ouais, moi, j'ai trouvé qu'il y a quand même une montée en puissance assez intéressante et je sais pas si tu veux en parler, à quel moment tu voulais en parler, mais je trouve que on s'approche d'un 11 qui va commencer à titiller. Je pense a peut-être une ou deux options près, et je pense notamment à qui va débuter en neuf. Mais je pense que le 11 avec cette grande revue d'effectifs que permet la prépa, Mhm. je pense qu'il est pas loin d'être acté à une ou deux positions près, notamment le 9 comme Bah, je viens de le dire. c'est les fameuses deux positions et je pense que l'autre, Bien ça va sûr. être l'arrière droit. Non, c'est pas ça? Ta Ah, deuxième ouais, incertitude? pour moi, l'arrière Je me droit est dis, acté, hein. Pour toi, il est acté? Oui, oui, pour moi, il est acté. Et ça sera? Timber. Ok, ça marche. Et du coup, le 11 qui se dessine, c'était vraiment ma conclusion de cet épisode-là. Donc, on va essayer d'imaginer, on essaiera d'imaginer un peu plus tard dans cet épisode Ouais. quel sera le 11 de départ et voir si on est tous unanimes ou pas, mais visiblement, n'était pas forcément. Ah, pour moi, s'il y avait une deuxième question à se poser, c'est plutôt l'ailier gauche. Actuellement, contre Ah, United, qui pourrait être l'ailier gauche? Alors, il y a Martinelli, il y a Madueke qui fait une très bonne rentrée aussi contre Bilbao, où il apporte autre chose. Il a été très intéressant avec son pied gauche, justement, sur l'aile gauche. Il a failli être décisif en plus sur la tête plongeante de Gyökeres. Je crois que c'est Madueke qui centre et Gyökeres qui met une tête sur le poteau. Donc, bon, pour le moment, je pense que ça sera Martinelli à gauche parce que Madueke, il n'a pas assez de minutes. Il a repris quand même l'entraînement il y a mhm. quoi, une dizaine de jours peut-être. Donc, peut-être que Martinelli aura la primauté en nombre de minutes. Mais voilà, c'est pas dit que qu'Arteta tente un petit coup de poker dimanche et aligne un Madueke titulaire d'entrée à gauche. C'est pas, pour moi, c'est aussi un peu d'interrogation qui va démarrer à gauche ce dimanche. Ok. Et ben, du coup, on y revient un petit peu plus tard. Je vous propose, messieurs, de passer au deuxième sujet, celui qui est proposé par Loulou. C'est de nous parler un petit peu, qui dit nouvelle saison, dit forcément, alors, je vais pas dire nouveaux adversaires, alors même s'il y a des équipes qui viennent d'intégrer la Première Ligue en provenance de la Championship, des équipes qui étaient en Première Ligue qui sont descendues en Championship, qu'on a perdu. Mais nouvelle saison de Première Ligue dit les compteurs sont remis à zéro et entre guillemets il y a 20 prétendants, même si c'est pas vrai, au titre de Première Ligue et il y a 20 clubs qui vont se battre pour le maintien. Encore une fois, c'est très imagé, ce n'est pas vrai. Je suppose que en termes d'équipes qui peuvent jouer le titre, moi j'en vois. Il y a un top 6 qui va se dégager très probablement. Et on va y revenir. Mais tu voulais certainement mettre l'accent sur un niveau peut-être, je vais pas dire jamais atteint, parce que je pense que le niveau de la Première Ligue, fin 90, début 2000, pour le retrouver celui-ci, va falloir se lever tôt, d'après moi. Mais je vous parle d'un temps que probablement le jeune Louis avec sa casquette qui rigole, il n'a pas connu. J'ai pas connu non plus Roland, tu sais, donc Toi non plus. Ok, début, ouais, début des, d'accord. début des années 2000, Ouais. Moi non plus, t'es tout seul là, Raoul. Ah bah, et ben, je vais vous laisser terminer cet épisode, mesdames et messieurs. Je vous souhaite une bonne soirée. Non, mais voilà. Alors, pour ceux qui ont connu la Première Ligue depuis très longtemps, les années Arsenal de Thierry Henry, les années Manchester United, la domination de Chelsea, c'était quand même des sacrées confrontations. Le Liverpool, même s'il gagnait pas forcément des titres, il y avait quand même des sacrées confrontations. Mais c'est vrai qu'on atteint un niveau cette année, Louis, qu'on a peut-être rarement vu sur les 10 dernières années. oui, en tout cas sur le papier. Allez, petite question rapidos. Alors aujourd'hui, on est le 12 août. Est-ce que vous savez combien la Première Ligue, les clubs de Première Ligue ont dépensé sur le marché des transferts à date? Je vais dire plus de 2 milliards. 2 milliards Moi, je pour crois, moi, Raoul, je crois que c'était 2 Ouais, milliards 500 millions, pas loin. 2 milliards 500 millions, Julien? ouais, j'aurais dit autour de 2 milliards aussi, ouais.
C'est ça, c'est 2,31 milliards d'euros dépensés par la PL à date, ce qui est C'est faramineux. une Ce qui est folie. d'autant plus faramineux, c'est que la Première Ligue actuellement sur le marché des transferts a la balance achat-vente la plus négative de tous les championnats du monde, avec une balance négative de 969 millions. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont dépensé 2,31 milliards pour quasiment pas de vente, puisqu'ils sont en déficit de 969 millions. Mais c'est pas un souci, puisque tout le monde connaît l'hégémonie financière de la Première Ligue. À savoir que du coup, 2,31 milliards d'euros, c'est plus que la Liga, la Bundesliga et la Ligue 1 réunies. Donc vous voyez un peu le tableau. Le deuxième championnat le plus dépensier, c'est la Serie A avec seulement 840 millions d'euros dépensés. Donc vous voyez bien qu'il y a quand même un gap cette saison qui va s'opérer, même s'il y avait déjà un gap, on le sait, mais le trou se creuse un peu plus entre la Premier League et les autres championnats. Donc évidemment, pas de mystère, dans le top 5 des clubs les plus dépensiers du mercato, on a effectivement le top 5 de Première Ligue. Alors les clubs les plus dépensiers dans l'ordre, on a du coup Liverpool avec 293 millions d'euros, Chelsea avec 279 millions d'euros, mais avec 231 millions de ventes, donc ça aussi il faut le préciser. United avec 229 millions, Arsenal avec 224 millions et City avec 176 millions. Mais on prend évidemment pas en compte le mercato d'hiver où ils avaient énormément dépensé. Vous avez mis quoi, Donc 90 millions, je crois, effectivement, en hiver, hein. ah non, cet hiver, ils avaient mis beaucoup plus, je crois. Il y avait Marmouche, il y avait l'Espagnol, je sais plus comment il s'appelle. Nico? Non, non, je pense, Gonzalez. ouais, Nico Gonzalez, je pense qu'on a 150, 200 millions Ok, cet hiver. d'accord, mea culpa. Donc effectivement, on voit bien avec l'argent qui est dépensé et qui coule à flot entre les clubs de Première Ligue et beaucoup de transferts aussi de clubs entre clubs de Première Ligue, donc ce qui fait monter la facture. On sait tous qu'il y a une petite taxe Première Ligue à chaque fois Mhm. que les clubs de Première Ligue s'attaquent entre eux. Donc là, à l'aube de cette nouvelle saison, on voit bien l'hégémonie financière, sportive, marketing de la Première Ligue. On a vraiment une mise en exergue de l'hyperpuissance de la Première Ligue sur le marché. Et on voit bien qu'il y a une nette domination des clubs anglais sur le mercato. Et c'est pas encore terminé. On parle encore là cet après-midi de Liverpool qui veut toujours s'attaquer à Isaac. On a Chelsea qui est toujours sur Garnacho. On a United qui est sur Baleba. On a Arsenal qui est toujours sur Eze, voire plus. Donc, on se dirige quand même vers un été de tous les records pour les clubs de la Première Ligue. Donc, indéniablement, ça va forcément faire monter le niveau encore un peu plus, encore d'un cran par rapport à la saison dernière de la Première Ligue. Et il y a aussi forcément un énorme ruissellement sur les autres clubs de Première Ligue, donc ceux qui font peut-être pas partie du top 10. Par exemple, Sunderland, qui est un promu qui dépense 141 millions cet été, c'est plus que le PSG et la Juventus, à titre de comparaison. Donc on voit bien que la Première Ligue est en train de battre des records et de certainement passer un nouveau cap en termes économiques. Ça va resserrer, je pense, la compétitivité et forcément, ça va être à nous d'être prêts parce que déjà que tous les dimanches, c'est un combat acharné pour les 3 points, mais là, je pense que ça va être encore plus un énorme combat et ça va jouer vraiment au détail du détail du détail. C'est vrai que cette année, on n'annonce pas, les chiffres sont là et parlent d'eux-mêmes. C'est assez affolant par rapport aux autres championnats. On parlait du déficit ou de la balance négative. Arsenal, cette année, contribue quand même pas mal à cette balance négative, puisque je crois, tu disais qu'ils avaient dépensé 200, combien, Louis? Attends, je reprends les chiffres, 224 millions. Pour 224 le moment, millions je crois et que on j'ai a regardé tout vendu à l'heure, mais quoi? je crois on n'a qu'une vente, je crois, c'est Nuno Tavares pour 6 millions, je crois, 8 Voilà. millions, il me semble. Ouais, donc sur les 900 millions de déficit, on est pas mal. Mais encore une fois, tout est lié. Il y a le spectacle, il y a l'ambiance, il y a les stades qui sont pleins. Mais à mon tour de vous, petite devinette, quels sont sur la saison, sur la durée 2025-2029, quel est le montant des droits de TV de Première Ligue par an? Alors là, très bonne question. J'ai plus le montant, mais on n'est pas loin des. J'aurais dit plus d'1,5 milliard déjà. Louis? Ouais, ça doit avoisiner, j'avoue, là, j'ai une colle, donc ouais. 2 milliards, allez. Au cumul entre Sky Ah, au cumul. Sport
entre Sky Sport, entre les droits de TV Première Ligue en Angleterre et la vente de la Première Ligue dans les autres pays, au Ah oui. cumul, c'est 4 milliards d'euros. Il y a Ouais, c'est énorme. il y a quasiment 2 milliards, euh, En j'allais dire droit domestique, hein. intramuros en droit domestique, donc de Sky Sport. Tu as quand même une chaîne qui lâche 2 milliards par an, les gars, pour diffuser de la Première Ligue, sachant que c'est un championnat qui remplit les stades tous les week-ends. Quand on parle d'attractivité et après de la puissance des clubs anglais, faut pas, tout est lié. Et ça se vend 2,1 milliards à l'étranger. Je, le, Même si le foot, c'est de la passion, c'est de l'émotion, etc., ça reste du financier et l'Angleterre a pris une telle longueur d'avance en droit de TV. C'est affolant, affolant. Je parlerai même pas de la France qui est en train de faire un... Je sais pas ce qu'ils font, mais avec la création de la chaîne par la Ligue, de sa propre chaîne, mais c'est assez affolant. Les chiffres sont là, je le disais. Il y a quand même eu de sacrés recrutements, en tout cas de sacrés mouvements. Alors après, on le sait, et Chelsea est là pour le démontrer, et Manchester United l'année dernière encore plus, l'argent ne fait pas forcément le résultat, et l'argent ne fait pas le classement. On a connu des clubs qui dépensent sans compter depuis des années, je recite Manchester United, notre premier adversaire de dimanche, c'est pas pour autant qu'on a les résultats. Mais c'est vrai que cette année, tout s'est agité et presque bizarrement, il y a des clubs qu'on a sentis très, je veux dire, frileux, ou en tout cas, on n'a pas entendu beaucoup parler, notamment Manchester City cet été, qui fait un recrutement que moi j'appellerais presque calme, tellement on avait l'habitude qu'ils achètent tout. Tu as cité Sunderland, Louis. Oui, La résultante de ces droits télé-là, c'est que quand tu viens de Championship en Première Ligue, tu as une telle assurance de rentrée d'argent que tu peux te permettre en fait de flamber dès ton arrivée. Et c'est ça qui est magique. Et c'est ça qui rend la Première Ligue tellement difficile, puisque tu as repris tout à l'heure, tu le disais Louis, des choses que je répète quasiment à chaque match, c'est que la Première Ligue, il n'y a aucun match facile. Tu peux aller jouer le dernier du championnat qui a 2 victoires en 20 matchs, tu peux galérer autant que face à Liverpool qui est promu au deuxième championnat. Parce que il y a un tel enjeu économique que les clubs se battent tous les dimanches ou tous les week-ends pour se maintenir en première ligue. Alors, on a vu par exemple Southampton qui était beaucoup trop faible cette année et qui n'a pas réussi à prendre le bon wagon. Mais tu as toujours des surprises et c'est pas pour rien que Everton galère depuis quelques années, que Tottenham et Manchester United se retrouvent 15e et 16e de première ligue l'année dernière, il faut quand même le rappeler, même si ça fait très plaisir à dire, mais je veux dire, c'est une réalité sportive, non plus économique, mais sportive. Et après, tu as l'incohérence et l'incompréhension où tu as Manchester United qui fait un plan social au mois de décembre, je crois, ou au mois de janvier, ouais, début d'année, je crois. qui change le menu de la cantine, faut tout changer. Ceux qui bossent au club, la cantine, vous avez droit à un crouton de pain et à de la soupe, et parce qu'il faut qu'on diminue les frais de fonctionnement, et qui s'en va injecter de nouveau des centaines de millions d'euros dans un mercato. Euh, qui dit niveau de première ligue, qui dit recrutement, etc., forcément, je vais vous poser la question, j'y viens, messieurs. Euh, quel quel vous semble le recrutement ou l'équipe ou le club qui a recruté, je veux pas forcément parler de côté malin, mais qui vous semble le mieux armé d'un point de vue effectif cette année pour aller chercher la première ligue. Bien entendu, j'exclus volontairement Arsenal. Mais quels vont être finalement les cadors d'après vous, d'après ce mercato qui n'est pas encore terminé, ce qui reste encore une vingtaine de jours. Mais est-ce qu'il y a des clubs qui vous impressionnent déjà? Est-ce qu'il y a des choses, des recrutements qui vous semblent super intelligents? On peut parler du retour de Chaka à Sunderland, ce qui fait plaisir de le revoir, même si voilà, faudrait pas qu'il nous fasse de mauvaises blagues cette année. Mais voilà, vous en pensez quoi et c'est quoi votre conclusion à l'instant T?
Loulou, si tu devais compléter tes Bah, propos. oui, personnellement, je pense que l'équipe actuellement, avec le 11 le plus armé, je vais différencier l'effectif et le 11. Pour moi, le 11 le plus armé actuellement que je vois sur le papier, c'est forcément celui de Liverpool, qui fait quand même un top mercato avec Wirtz notamment, avec Wirtz, Frimpong, etc. Donc ils ont un sacré 11 de départ, même si on a vu que contre Crystal Palace pardon, au Community Shield, bah, peut-être qu'il leur manquait encore des choses, mais la mayonnaise va prendre, je pense. Après, l'effectif, pour moi, le plus intéressant, c'est quand même celui aussi de Chelsea qui fait aussi un très bon mercato. Alors, qu'on soit d'accord ou pas avec leur politique sportive, d'empiler un peu les joueurs, les ailiers, les milieux de terrain, les attaquants, etc. Ils font quand même un très bon mercato avec des postes qui sont triplés, voire quadruplés par endroit. Donc, c'est un effectif qui est quand même super intéressant. Voilà, on va aussi défendre sa paroisse, mais Arsenal fait aussi, je pense, un mercato qui est plutôt malin avec Norgard et Mosquera. Donc voilà, je dirais l'effectif le plus costaud et le plus fourni, je dirais Chelsea, et le 11 le plus intéressant et le plus costaud, je dirais Liverpool. Julien. Bah, si tu exclus Arsenal de tout ça, je peux que rejoindre ce que vient de nous dire Louis. Sur le papier, le 11 de Liverpool, il est hyper impressionnant. Même si faut pas oublier qu'ils ont perdu quand même pas mal de joueurs qui ont performé l'année dernière. Alexander Arnold, Luis Diaz, bon, évidemment Diogo Jota, mais pour d'autres circonstances. Et mine de rien, il y a aussi beaucoup de nouveaux joueurs qui vont intégrer ce 11 et je pense que la mayonnaise va prendre aussi, mais elle peut peut-être prendre un petit peu de temps. Et ce qui fait que Liverpool peut avoir un petit temps de retard sur le début de saison, à voir si tout fonctionne bien. Et quid des deux vétérans que sont Salah et Van Dijk qui viennent de re-signer pour certainement leur dernier gros contrat. Est-ce qu'ils vont rester au top niveau qu'ils ont depuis 2, 3, 4 ans pour continuer à porter Liverpool? J'aime bien aussi le recrutement de City qui a été fait en tout début de mercato au niveau du mercato Coupe du Monde des clubs avec des joueurs hyper intéressants, Reinders que j'aime beaucoup, du Cherki, d'autres petits joueurs. Ils avaient déjà commencé hein, l'hiver dernier pour vraiment recycler totalement leur effectif. Non, il y a du beau monde, il y a du beau monde et c'est vrai que moi, j'aime bien l'effectif qu'a bouclé Arsenal. Il n'y a pas de grosses pertes. Il n'y a pas de joueurs qui s'en va. Des recrutements malins, de la profondeur de banc. Non, c'est un super mercato que sont en train de faire les clubs anglais. De toute façon, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Mais ça va être chaud. Trouver l'équipe qui fait le meilleur mercato en Angleterre, ça va être compliqué. Louis. Bah, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. J'aimerais aussi un peu nuancer, mais en disant que malgré toutes ces sommes dépensées par les différents clubs, je suis pas forcément impressionné par les 11 que peuvent proposer nos concurrents. Oui, il y a beaucoup de monde, oui, il y a des joueurs très intéressants, mais en termes de cohérence tactique et dans le projet de chacun des clubs, je vois pas forcément les liens et ce que ça peut vraiment proposer. Finalement, Arsenal reste le club qui, je trouve, a le mercato à la fois le plus ambitieux et le plus intelligent dans son schéma tactique et dans son projet. Oui, Chelsea a beaucoup de joueurs, mais beaucoup d'attaquants. Pareil pour United, qui au final aura sans doute plus d'occasions que l'année dernière, mais aura toujours une défense compliquée. Tottenham, c'est un peu pareil. Donc finalement, oui, City, pour moi, sera peut-être le concurrent le plus dangereux parce qu'ils affichent aussi un recrutement plus intelligent et plus ambitieux. Mais pour le reste, je suis pas vraiment impressionné. Ça fait des jolis noms sur les maillots et sur les compositions, mais j'ai hâte de voir surtout sur le terrain ce que ça vaut parce que pour l'instant, au vu aussi des résultats, parce que je me suis amusé à regarder aussi un peu les résultats des concurrents de la pré-saison, bah, Liverpool a eu des adversaires assez faibles et a pas forcément eu beaucoup de réussite. Pareil pour United, pareil pour Chelsea. Donc voilà, eux aussi sont en tâtonnement malgré les investissements. Donc voilà, faut pas non plus crier à la peur et je pense qu'on peut être serein du côté d'Arsenal.
Alors, si on peut parler, ouais, si on peut parler de dynamique de club, même si, voilà, on parle sur du court et moyen terme passé, mais en termes d'échéance, il y a eu quand même la victoire de Chelsea en Coupe du Monde des clubs, assez inattendue. Ça reste un trophée. Et il y a eu vraiment la contre-performance, où là, moi, j'étais vraiment sur le derrière, c'est la défaite de Liverpool dans le Community Shield. Euh, pour une équipe qui était au-dessus de tout le monde et qui a construit un effectif, alors qui doit encore certainement trouver des automatismes, mais le match proposé alors qu'il menait 2 fois au score quand même, Liverpool, et qu'ils perdent que lors de la séance de tir au but, mais le match proposé par Crystal Palace, qui les a quand même mis en difficulté plus d'une fois, notamment sur la fin de rencontre. Alors je dis pas que ça prévaut du niveau que l'on connaîtra de Liverpool cette saison, mais c'était un grand étonnement pour ma part. Mais je pense que ça Euh, revient un petit peu à ce que je te disais. Il y a pas mal de changements, mine de rien, ouais, même si ils sont pas forcément très visibles quand on regarde la compo. Mais Frimpong, c'est pas du tout le même style qu'Alexander-Arnold. bien sûr. Wirtz, c'est un mec de plus Il faut à qui faut donner la intégrer au place. système de jeu, ouais. C'est ça. Donc, je pense que sur ce début de saison, on peut avoir un petit peu de balbutiement de Liverpool. C'est un petit peu ce que je voulais te dire tout à l'heure. Non, mais tu as raison. Et demain, donc on peut le dire, on enregistre et on est mardi. Probablement que l'épisode va sortir vendredi. Mais demain, mercredi, donc quand vous écouterez ce podcast-là, c'était il y a 2 jours, il y a le match entre Paris et Tottenham. Euh, pareil, alors je souhaite absolument pas à Tottenham de gagner, mais ça peut être une belle revue d'effectifs à regarder en tout cas pour voir un petit peu le niveau affiché par Tottenham, sachant que je trouve qu'ils partent avec un gros avantage, c'est que Paris n'est absolument pas prêt. En ayant terminé la Coupe du Monde des clubs super tard, je vois pas un grand Paris dominé de la tête et des épaules Tottenham. Donc voilà, j'aimerais quand même qu'il les domine un petit peu pour que Tottenham ne nous casse pas les pieds. D'ailleurs, en parlant de Tottenham, petit coup de cœur, petit coup, pas de gueule, mais petite rigolade. Le coup de cœur, moi, c'est leur coach. Thomas Frank. En fait, ce qui m'embête, c'est qu'il il entraîne Tottenham. Donc c'est difficile de l'aimer, mais en fait, je pense, l'entraîneur de Tottenham qui est le plus fan d'Arsenal de tous les temps, quoi. Le mec en conférence de presse, il reparle des invincibles d'Arsenal, il se dit putain, je viens de faire la première boulette, c'est des choses qu'on n'a pas le droit de dire, etc. Et je trouve que dans le choix de l'entraîneur, ils ont été très très intelligents. Parce que c'est un entraîneur qui a fait de belles choses avec son club auparavant. Il est à Brentford, Et ouais. ouais, et du coup, petite parenthèse, j'ai très peur pour Brentford cette année. Je les vois, moi, dans la charrette. Ils perdent des joueurs clés, ils perdent un entraîneur clé. Ça va être très, très compliqué de reconstruire. Et le petit coup de rigolade, c'était donc la défaite d'Arsenal face à Tottenham, où Richard Nilsson a voulu faire son malin avec son petit trophée d'homme du match en taguant sur les réseaux sociaux. Je sais pas si vous avez vu passer ça ou pas, mais c'était excellent. Gabriel, Gabriel qui lui répond avec les trophées hommes du match 2023, 2024, 2024, 2025. À chaque fois face à Tottenham, c'était super drôle. Richard Nilsson, que je déteste comme joueur et comme homme. Donc voilà, c'était mon petit focus. Tout ça pour dire que le niveau de la première ligue, en tout cas, c'est une année probablement record au niveau du recrutement. Louis, tu confirmeras, ce sont des sommes Oui. qu'on n'a jamais atteintes. La première ligue est au-dessus de tous les championnats européens à ce niveau-là. Je pense que le championnat anglais sera au-dessus de tous les autres championnats en termes de jeu, en termes d'intensité, en termes de plaisir, en termes d'ambiance, en termes de difficulté, week-end après week-end. Et bah, pour aller chercher le titre, encore cette année, il va falloir être hyper régulier, gagner tous les matchs, ou en tout cas le plus de matchs possible. Et du coup, ça me fait la transition vers toi, Julien, puisque Il y a un petit point, Raoul, aussi que je voudrais excuse-moi, aussi Louis. ajouter. Oui, Pas de dis-moi. souci. Il y a un autre point qui va impacter les effectifs sur la saison La Cannes. 2025-2026, c'est la CAN. Hmm. Effectivement, il y a la CAN au mois de décembre-janvier.
Et ça va être effectivement un facteur assez important. Par exemple, notamment, je pense à Liverpool avec Voilà. Mohamed Salah qui va partir à la CAN. On sait que Mohamed Salah, ça a été quand même le grand artisan du titre de Liverpool la saison dernière. Et c'est pour ça que j'ai pas mis Liverpool dans l'effectif, on va dire, le plus costaud. Parce que derrière, si tu enlèves leur 11 de départ, bah, en fait, en termes de banc, pour le moment, c'est encore assez flou. Slot parlait du remplaçant naturel de Salah. Il a désigné Frimpong. Alors, Frimpong qui est plutôt un milieu latéral, voire même un défenseur latéral. Même si en termes dans un 4-3-3 en défense latérale, en arrière droit, on a vu qu'il y avait quand même quelques lacunes contre Crystal Palace. Donc, ouais, aussi, la CAN, ça va largement impacter cette première ligue 2025-2026 et surtout que c'est au moment du Boxing Day. Et on sait que le Boxing Mm. Day en Angleterre, c'est sacré. Et on dit toujours qu'une saison se gagne ou se perd au niveau du Boxing Day. Donc, à voir comment les clubs de première ligue, avec les effectifs pléthoriques qu'ils vont avoir, vont aborder ce virage de la CAN au moment du Boxing Day. Plus précisément, on dit que le championnat ne se gagne pas au Boxing Day, mais il peut se perdre. C'est plus ça que l'on Exactement. dit. Merci Loulou pour cette intervention très très juste, sachant que nous, on ne devrait pas être impacté par la CAN parce que même sur le banc, je crois qu'il n'y a personne qui peut être concerné. Non, Je crois pas. non. Non, parce que Thomas Partey est parti, c'était le seul Africain Salut. qu'on avait, je crois. Et on avait Enneni il y a 2 ans qui était parti à la CAN. Du coup, Julien, je reviens vers toi pour la dernière partie de cet épisode-là, qui finalement, donc on disait, les matchs vont être très compliqués dimanche après dimanche, que le titre de Première Ligue, il va falloir le mériter. Et pour gagner un championnat, la meilleure façon de gagner un championnat, c'est peut-être de bien le commencer, je vais dire ça comme ça. Et c'est là où tu t'es dit, ben, le calendrier d'Arsenal, il est un petit peu chaud patate parce que on, donc on se déplace à Manchester ce dimanche, donc le 17. Ensuite, on reçoit Leeds, sans manquer de respect à Leeds United, qui est nouvellement promu, si je ne me trompe pas. Oui. Oui. Oui, c'est ça. Ça reste le match le plus abordable, je vais pas dire facile, abordable du mois d'août, pour ensuite un déplacement à Liverpool. Tout ça en l'espace de 2 semaines, et c'est que le mois d'août. Ensuite, petite trêve, je ne sais pas si cette trêve, elle arrivera au bon moment ou pas, ou si ça sera déjà pour aller consulter ou pas. Mais on revient en septembre, mi-septembre, avec la réception de Nottingham Forest, qui a fait un excellent championnat la saison passée, rappelons-le. Puis la réception de Manchester City, pour enfin se déplacer à Newcastle. Donc, les 6 premiers matchs, on joue Manchester United, Liverpool, Leeds, Liverpool, Manchester City, Newcastle et Nottingham Forest. Et on parle juste de 6 premiers matchs. Je me suis arrêté là, ça me semblait bien, c'était les 2 premiers mois. Après, on peut citer un mois d'octobre qui va être un peu plus calme, mais qui ne sera pas forcément plus facile, avec la réception de West Ham, le déplacement à Fulham, donc on est sur vraiment du derby londonien, et bah, le mois d'octobre 100% Londres, puisque on reçoit également Crystal Palace. On va peut-être s'attarder, je pense que Julien, c'était ça un petit peu ton idée, de s'attarder sur les 6 premiers matchs de l'APL, où, encore une fois, rien ne sera gagné, rien ne sera perdu, mais on pourra déjà compter les avances-retards par rapport à nos principaux concurrents. Julien, la parole Ouais. est à toi. Ouais, c'était ça un petit peu l'idée, c'était de revenir sur le début de saison qui s'annonce vraiment, vraiment costaud. Louis nous a dit il y a 5 minutes que le championnat pouvait se perdre au Boxing Day, il peut aussi se perdre au début de saison. Vu le nombre de grosses équipes qui vont arriver face aux Gunners, donc tu l'as un petit peu dit. Déjà, on commence à Old Trafford face à Man U qui va avoir à cœur de se racheter après leur saison Kata. Ça va être vraiment très intéressant pour se mettre d'emblée dans le championnat. Et puis ensuite, ce qui est assez compliqué, surtout sur ce début de saison, c'est que les gros, on les fait quasiment tous à l'extérieur. On va à Old Trafford, on va à Anfield. À la troisième journée, on va à St. James Park pour affronter Newcastle à la sixième journée. On reçoit City parmi ces gros matchs. Mais du coup, on a déjà quatre énormes affiches qui peuvent à mon avis, donner un peu le ton de ce que va être la saison d'Arsenal. Tu peux être très très vite.
relégué à 5-6 points si tu as des mauvais résultats sur ces matchs à l'extérieur et tu dois les rattraper tout au long de la saison. Et on sait qu'à ce jeu-là, en Première Ligue, bah, sauf si tu t'appelles Manchester City des années de gloire de Guardiola, bah, en fait, personne n'y arrive. C'est limite trop tard. Donc, le début de saison va être vraiment, vraiment essentiel pour pouvoir aller lutter jusqu'au bout pour le titre. Notamment notamment si on prend en compte la Ligue des Champions qui va arriver entre le match par exemple de Nottingham et de Manchester City. Donc on peut avoir en 3 jours 3 matchs dont deux très costauds, sachant que on ne sait pas encore contre qui on va jouer en Ligue des Champions, mais on peut avoir ce genre d'enchaînement qui peut être très important. Et c'est là où on va voir si la qualité d'effectif, en tout cas la profondeur d'effectif surtout va être bien plus forte que ce qu'on a eu l'année dernière. C'est là où on va pouvoir le voir. Et tout à l'heure, quand on parlait de joueurs qui sont prêts physiquement, en tout cas, c'est le sentiment qu'on a, bah, on va le savoir tout de suite, hein, parce que, encore une fois, hein, si on se retrouve, comme tu le disais, à la trêve, est-ce qu'elle va arriver au bon moment ou pas après le match contre Liverpool, ou bah, sur l'enchaînement Manchester, Leeds et Liverpool, on a, je te dis peut-être une bêtise, mais 3 ou 4 points maximum. Ben, on va commencer à se poser des questions, on va commencer à se dire où est-ce que va Arsenal, est-ce que le mercato est réussi, etc. Et on va pas se mettre en confiance pour la suite. Alors, j'ai regardé un petit peu les calendriers de nos adversaires. Euh, c'est un peu plus light quand même. Par exemple, si on prend Liverpool, bon, évidemment, ils jouent Arsenal, ils vont jouer à Newcastle aussi la deuxième journée. Mais sinon, ils retrouveront un gros de Première Ligue qu'au mois d'octobre avec Chelsea. Et si on regarde pour Manchester City, ils jouent Tottenham à la deuxième journée. Et après, ils enchaînent Manchester United et Arsenal, journée 4 et journée 5 avant d'aller dans les équipes un petit peu plus abordables, même s'il n'y a pas de match abordable en Première Ligue. Donc voilà, je pense que le début de saison d'Arsenal et les 2 premiers mois vont être absolument primordial. Si on arrive à passer ce cap-là et notamment ces 4 gros matchs-là, donc Manchester United, Manchester City, Liverpool et Newcastle, avec peut-être 3 victoires sur 4 matchs, je pense on peut vraiment dire qu'on pourra lutter pour le titre. Louis. Bah, déjà, ouais, c'est plutôt bien expliqué par Julien. Ah, il est plutôt bon, ouais. Euh, ouais. Donc c'est intéressant aussi de voir le calendrier des autres. J'avais pas pris le temps de le faire. Donc moi je suis, ouais, c'est sûr que c'est un calendrier qui est chargé. Après, ce qui peut être intéressant, c'est que ces autres équipes sont aussi un peu en rodage d'un point de vue de l'effectif et tactique. Ils n'ont pas tous achevé complètement leur mercato, donc ça peut être aussi un bon point pour nous qui, dans l'ensemble, ça devrait pas trop bouger pour nous jusqu'à la fin. Peut-être un ailier gauche, mais on va dire que le 11 titulaire, hein, ou du moins les 13-14 joueurs importants seront là. La seule inquiétude, ça sera les blessures. Est-ce qu'on sera capable d'enchaîner avec intensité ces gros matchs sans se péter? Est-ce que Arteta aussi fera confiance à son banc? Ou est-ce qu'il va retrouver ses vieux principes à faire jouer Saka, Odegaard et Saliba 300 minutes en 3 matchs? Donc on verra ça, mais je suis plutôt enthousiaste quand même avec ces premiers matchs, notamment United. Je pense que ça fait peur sur le papier parce que ça nous réussit pas forcément cette dernière saison. Et puis, il y a tout le contexte de United de la saison dernière. Mais je pense que sur l'aspect physique et tactique, on peut vraiment inquiéter nos adversaires, hein, même Liverpool. Et peut-être l'inquiétude, ça sera sur Newcastle parce que c'est un peu notre chat noir de ces dernières saisons. Mais sinon, plutôt confiant. Après, je voulais juste rajouter un point aussi que je m'étais noté. Depuis qu'Arteta il est là, le début de saison d'Arsenal, c'était un peu en dents de scie. Au début, Mhm. enfin, c'était catastrophique. Je sais pas si vous vous souvenez de la Oui, saison bah, on était même 2022, dernier. 2023, Oui. les 3 défaites, le 5-0 contre City et tout. Mais sauf que en fait, depuis 2 ans, les débuts de saison, ils sont beaucoup mieux, beaucoup plus réussi, avec notamment des perfs contre des gros. United, par exemple, qu'on a battu 2 fois dans les deux dernières saisons, dans les 5-6 premiers matchs. On a battu City l'année dernière aussi, au bout de la 3e, 4e journée.
Arsenal en tout cas, commence à avoir l'habitude de ces gros matchs de début de saison. Arteta commence à avoir l'habitude, les joueurs aussi. Donc, ce côté-là, il peut être aussi rassurant pour se dire que bah, les joueurs vont pas être impressionnés par ce calendrier qui va arriver très vite et très fort. Loulou, t'en penses quoi, toi? Parce que Louis Ouais, nous moi je suis disait qu'il plutôt. était plutôt confiant. Alors, ça fait très plaisir à entendre, vraiment. Toi, de ton côté, ce calendrier-là, il te rassure, il te fait peur, il t'inquiète? Bah, disons que, alors oui, il est très chargé. C'est vrai qu'à Old Trafford en première journée, c'est jamais évident. Mais après, voilà, je suis quand même confiant. Alors oui, effectivement, le calendrier me semble très chargé pour démarrer, donc j'espère que ça va le faire. Mais après, voilà, je suis confiant par rapport à ce qu'on a vu contre Bilbao. Je pense qu'on est prêt et surtout une victoire là à Old Trafford dès la première journée en termes de boost de confiance pour les déplacements, les gros matchs qui suivent. Je pense que c'est le meilleur moyen pour démarrer un cycle, une série positive. Donc, euh, donc il faut y aller en connaissant nos armes, en étant sûr de nos capacités. Et voilà, je pense que United sera aussi, comme on vient de le dire, en rodage par rapport à l'ensemble de ses recrues, en plus des recrues qui sont faites aussi tardivement, comme par exemple Sesco. Donc voilà, il faut qu'on y aille dans la peau du deuxième de première ligue qu'on est et qu'on démarre directement une série positive avec une victoire à Old Trafford. Et je pense que si on démarre une série positive, ça va être compliqué de nous arrêter. Voilà, je pense, c'est mon avis. Que le dieu du foot t'entende. Amen. Ouais, non, mais après, à partir du moment où on comprend, parce que Julien, tu disais, tu as regardé le calendrier des autres, Liverpool qui va jouer, alors je sais pas, non, ouais, Liverpool qui va jouer, je crois, c'est Arsenal et Newcastle dans les 3 ou 4 premières journées. Quand on se rend compte que chaque week-end, il y a au minimum une, voire deux affiches en première ligue, il n'y a plus forcément de matchs faciles, déjà. Alors après, est-ce que le fait de jouer le champion à la troisième journée à l'extérieur, c'est pas mieux plutôt que de les jouer à la 15e journée, toujours à l'extérieur, où ils ont pris leurs habitudes, etc. Moi, je dirais que si. Mais je dirais aussi que quand tu es prétendant au titre, tu dois être prêt de la première à la dernière minute. Et tant que tu n'as pas compris ça en première ligue, tu ne peux pas être champion, ça, c'est dans tous les cas. Maintenant, je ne veux pas paraître défaitiste ni quoi que ce soit. Mais si on regarde les stats ou les maths de façon très basique, bien évidemment qu'un 9 sur 9 ou encore mieux, un 18 sur 18, ça serait pas. Voilà, tout le monde prendrait. Maintenant, je pense que s'il y a des matchs à ne pas perdre, il y en a un sur le premier mois, c'est Liverpool, clairement. Je vais juste faire une petite comparaison. Championnat français, pour ceux qui le suivent un petit peu, on entend toujours les supporters je sais pas, je veux dire Marseille, Monaco, qui disent, alors je suis supporter de Metz, je le rappelle, hein, je suis un loser, donc je ne suis ni parisien ni marseillais, mais souvent on entend les gros clubs, les gros noms, Marseille, Monaco, Lyon, qui disent ouais, de toute façon Paris c'est faussé avec leur budget, etc. Et je sais plus quel est le journaliste qui disait, mais regardez juste de façon très simple l'écart de points qu'il y a entre Paris et les autres équipes, sachant que tu les joues deux fois. Donc si tu perds deux fois contre Paris, tu as 6 points de retard sur eux. Mais si tu es si fort que ça, tu dois gagner tous tes autres matchs. Mais Paris termine champion avec 18, 19 ou 20 points d'avance sur le deuxième. Et en première ligue, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que si à un moment donné, tu n'es pas prêt, tu ne sais pas gagner, tu ne dois pas perdre contre tes concurrents directs. Parce que ces défaites contre tes concurrents directs, elles font hyper mal. C'est -3 direct. Si tu fais match nul, tu as l'équilibre. Et donc, du coup, je pense que stratégiquement, il faut qu'on commence aussi à avoir cette réflexion-là. Il faut jouer pour gagner. Je suis le premier à le dire. Il faut qu'on trouve un niveau de jeu qui emballe de nouveau les supporters, chose qu'on n'a pas eu l'année dernière. Rappelons-le, il ne faut pas avoir peur de ressasser le passé de ce que l'on a dit l'année dernière. On veut aussi retrouver cette passion du jeu et de regarder des matchs et de prendre plaisir à débriefer que de se dire, eh ben, c'est reparti, je vais débriefer d'une purge. Mais à un moment donné, il faut être stratégique, il ne faut pas perdre contre tes concurrents directs. Alors, il y en a quelques-uns. Pour moi, les premiers concurrents directs, ça va être d'office pour moi Liverpool City. Voilà.
Je les mets, pour moi, c'est le trio gagnant avec Arsenal dans les favoris au titre en début de saison. Après, il va y avoir les outsiders, et je pense que Newcastle en fait partie. Je pense que Chelsea en fait partie. Je pense que à un moment donné, c'est cette année ou l'année prochaine, United et Tottenham en feront partie parce qu'ils ne peuvent pas être 15e et 16e chaque année. Et puis après, tu vas avoir les surprises. Ça peut être Crystal Palace, ça peut être Nottingham Forest, ça peut être peut-être Sunderland dans cette dynamique qu'ils vont avoir. Donc voilà, il y a aucun match qui sera facile. Leeds, qui vient de Championship ne sera pas facile. Mais voilà, il va falloir se donner les moyens d'être champion et ça commence dès dimanche contre Manchester United. Et si on peut les écraser à domicile, rappelons, je ne sais plus combien de défaites ils ont eu l'année dernière, mais il faut qu'on les écrase, il faut qu'on les mette minables, il faut qu'on les mette plus bas que terre et il faut qu'on montre qui on est à l'extérieur ou à la maison. Voilà, pardon, je me suis un petit peu emporté, mais moi, je suis chaud patate pour dimanche. Je flippe à mort, mais je suis chaud patate. Pour finir, messieurs, il reste un petit peu moins de 10 minutes. On essaie d'imaginer ensemble quel sera le 11 de départ, les certitudes. Si je vous dis Raya au but, on sera tous d'accord. Défense Oui. centrale, Gabriel Saliba, on est tous d'accord. Oui. 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 Côté gauche, Lewis Kelly, on est tous d'accord. Non. Ok. Bah ouais, c'est à Non, voir, on verra. moi, j'ai pas aimé sa préparation à Lewis Kelly sur le Vous êtes peu que j'ai pas, tu vu. n'es pas le seul à me le dire, ouais. Et Calafiori, en plus, ça fait un très bon match contre Bilbao. Donc, pour moi, oui, pour moi, les deux sont en concurrence. Donc, il y en a pour l'instant aucun des deux qui n'est assuré d'avoir sa place de titulaire. Ok, donc point d'interrogation. Ok, et si vous deviez mettre une petite pièce, vous la mettriez sur. Moi, Hum, Calafiori pour démarrer la saison Calafiori, oui. contre Pareil, ouais, je mettrais United. Calafiori aussi. Eh ben alors on met Calafiori. Ouais, j'enverrai un message à Michael après. Après, Côté. le problème de Calafiori, c'est qu'il a jamais su enchaîner la saison dernière. Mais à chaque fois qu'il a joué, il a montré de belles choses. Mais Ouais, bien maintenant, sûr. on espère cette saison qu'il arrive enfin à enchaîner, quoi. Parfait. Côté droit, du coup, vous semblez dire Timber à l'unanimité. Ouais. Ok, donc on Oui. laisse pas le S'il va bien, doute. parce que White a beaucoup joué en préparation, peut-être pas pour préserver Timber, mais s'il va bien, Oui, Timber. après, s'il est pas prêt physiquement, effectivement, on mettra White. Mais si les deux sont prêts et fit, pour moi, je pense que c'est Timber. Ok. Zubimendi, Oui, Rice, Ødegaard, sans surprise. oui. À Ça bouge droite, pas. Saka, aucune surprise. À gauche, alors là, du coup, Louis, tu en parlais un petit peu, ça te semblait finalement Trossard, moi je l'inclus pas dans le dilemme. On va plutôt dire un choix entre Martinelli, je vais pas dire la valeur sûre, mais le joueur prêt physiquement, avec le travail défensif qu'il sait faire, etc. Ou peut-être la surprise Madueke, sa faculté à utiliser son pied gauche peut-être plus facilement que, euh, que Martinelli. Si vous deviez mettre une pièce sur l'un des deux, messieurs, on partirait sur quoi? Bah, moi, je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, Martinelli a l'avantage d'être beaucoup plus prêt physiquement, je pense, que Madueke. Donc, je pense que Martinelli sera titulaire et je pense que Madueke aura peut-être 30 minutes de jeu, je pense. Ok, ça marche. Julien, Madueke, Martinelli? Ouais, je suis d'accord. Martinelli, en plus, c'est un peu mon chouchou, donc je Pour vais ça que je pas t'aime dire bien, du en fait. mal. C'est pour ça que je t'aime bien depuis le début. Louis. Bah, allez, pour m'opposer, je vais dire Madueke parce qu'il m'a beaucoup plu face à Bilbao et j'ai envie de voir ces beaux centres du pied gauche. Après, de commencer avec Madueke et d'arriver avec Martinelli qui a la fin de se montrer Ouais, ça peut sur la être pas dernière mal. demi-heure, why not, hein. Et du coup, Louis, je sais pas si tu te rappelles quand on avait fait le Flash Mercato, tout le monde dit, bah, vous étiez nombreux à dire Gyökeres, il va venir, il sera pas titulaire dès le début, il va falloir qu'il fasse ses preuves, qu'il s'intègre, etc. Moi, j'ai l'impression qu'il va quand même commencer titulaire dimanche. Est-ce que c'était un avis partagé ou pas, Loulou? Quelle belle question. Enfin, on a une question à savoir quel neuf on va aligner. Ça, c'est quand même formidable. Mais moi, je mettrais Merino. Non, je rigole. Non, non, je vais mettre. Non, je pense que personnellement, je mettrais Havertz. Je pense que je mettrais Havertz parce qu'il a beaucoup plus de repères et d'affinités avec Saka, avec Martinelli. Il a beaucoup plus d'automatisme. Mais pareil que comme Madueke, je pense que faut compter sur Gyökeres. Il y aura les 20-25 minutes de jeu, je pense, contre United. Mais tout comme Martinelli, je mets la primauté en termes de prépa physique et en termes de Havertz. repères avec ses coéquipiers.
Ok. Mais dans tous les cas, sauf si on mène 1-0, qu'il va falloir avoir une approche plus défensive, je pense qu'on verra effectivement soit le binôme Madueke Martinelli à un moment donné, pas en même temps, mais sur le terrain, à tour de rôle. Et je pense que on verra Havertz et Gyökeres à tour de rôle. Dans quel sens? Julien, Gyökeres titulaire, Gyökeres remplaçant? Moi, je pense que Gyökeres peut démarrer. Il Ok. a démarré les deux derniers matchs de prépa. Il a marqué contre Bilbao et je pense qu'Arteta peut le lancer direct. Il a l'air prêt physiquement. Donc, je pense que c'est possible. Même si contre United, là, on peut se dire que Havertz, connaissant l'effectif contre une grosse équipe, ça peut être la bonne idée. Mais je mettrai une pièce sur Gyökeres. Et Louis, tu mettrais une Ouais, pièce sûre? je suis Julien là parce que je pense que Gyökeres a la forme aussi du moment. Et puis je pense face à United, il sera pas forcément en bloc bas, donc je pense qu'il peut être très intéressant dans les espaces et dans la profondeur. Donc ça peut être pas mal de l'avoir en première mi-temps. Et puis Havertz aura de toute manière ses repères en deuxième mi-temps si jamais on a besoin de lui. Eh ben, messieurs, on va se quitter là-dessus. Je vous avoue que moi, le countdown, il a commencé depuis bien trop longtemps maintenant dans ma tête et que j'ai vraiment hâte d'être dimanche, de ressentir toutes ces vibrations qu'on a senties les saisons précédentes en espérant un résultat positif. Louis 1, Louis 2, Julien, merci de m'avoir accompagné sur cet épisode. Rappelez à nos auditeurs très rapidement d'aller lire les articles sur le site internet. On a cité l'article de Louis sur le résumé de la pré-saison. Je voudrais juste saluer très rapidement le premier article de Sarah sur le récap de l'Euro féminin, de nos joueuses d'Arsenal à l'Euro féminin. Son premier article, il est juste top et je l'embrasse et je la félicite. Allez, voilà. Consultez tous les articles, allez écouter les derniers épisodes de Coup de Canon que vous n'avez pas encore écouté. Allez nous voir sur Instagram, allez nous voir sur X, allez nous voir sur Blue Sky, allez nous voir où vous voulez. On vous embrasse très fort et plus que jamais, Common Gunners, ciao ciao. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.